Je vais commencer avec l'instrument, là. Oui, alors commencer pour vous dire que ce que je vous dis, je ne l'ai pas inventé tout seul dans ma cuisine. Hein. Il y a comme des gens qui pensent et puis qui pensent ce genre de choses. Je vous laisse lire parce que j'ai pas envie de le lire à votre place. Voilà, donc vous l'aurez compris, hein, cette conférence sera mise un peu sous le primat de la conscience, comme semble-t-il tout ce qui existe. Et Max Planck, c'est pas n'importe qui, hein, c'est quand même le père de la physique quantique. En fait, ces réflexions que je me suis faites sur la conscience, la grande conscience avec un grand C universel, la petite conscience particularisée qui nous habite ou qui interagit avec nos corps, je dis nos corps physiques et subtils, on verra ça tout à l'heure. Tout ça, ces réflexions, je me suis faites lors de l'écriture d'un livre qui doit sortir en avril chez Larousse, qui en gros est pourquoi ne plus avoir peur de la mort, pourquoi ne plus craindre la mort ou pourquoi être serein face à la mort. Enfin bref, c'est à la fois un livre qui contient toutes les expériences périmortelles juste avant, pendant et après la mort, puis 45 ans elles sont étudiées, puis un modèle sur un chapitre sur la conscience. Donc c'est dans ce cadre-là, et dans le cas particulier de la survie après la mort, il y avait toutes ces questions qui se posaient, c'est-à-dire qu'est-ce que la grande conscience universelle et quels sont ses rapports avec notre petite conscience individuelle? Comment les morts, dont les corps physiques sont hors service, peuvent-ils encore se sentir avoir un corps subtil et être perçus ainsi par les vivants qu'ils contactent? Comment les défunts peuvent-ils préserver une grande partie de leur personnalité terrestre? C'est le cas quand ils sont contactés par médium ou spontanément ou par des techniques comme la transcommunication instrumentale ou par l'IADC, c'est-à-dire une technique de MDR qui permet le contact avec les défunts. Enfin, la personne est son propre médium grâce au thérapeute qui l'aide à élargir sa conscience. Il s'agit des gens, ils disent souvent encore, c'est bien lui, ça. Il a les mêmes tics verbaux, il a les mêmes habitudes, il a la même personnalité, les mêmes préférences, les mêmes aversions, etc. Donc, les défunts sont vraiment bien reconnus. Alors, pour ceux qui pensent qu'il n'y a rien après la mort, il va falloir lire ou enseigner. Parce qu'il y a vraiment quelque chose, c'est pas une question de croyance, c'est une question de savoir maintenant. À 99,99% de chance, vu que tous les faits convergent dans toutes les études périmortelles, voilà, celui qui veut pas voir, qu'est-ce qu'il veut faire? Il peut rien. Comment les défunts peuvent-ils encore avoir des perceptions et même la capacité d'agir sur la matière? C'est vrai que les défunts, grâce à leur corps subtil dont je parlais tout à l'heure, les corps subtils, ça va être un concept qui va être vraiment visité, expérimenté et explicité par la science. Souvent de corps électromagnétique ou de corps quantique, peu importe, mais en tout cas, ils font ce que le corps physique ne veut pas faire. J'y reviendrai. Mais bref, comment se fait-il que des gens qui sont sourds ou bien aveugles de leur vivant, quand on interagit avec leur mort, là, tout d'un coup, ils entendent très bien, ils voient très bien. Intéressant parce que les corps subtils, eux, n'ont pas les limites du corps physique. Donc, ils ne sont pas des filtres pour la conscience, ou en tout cas, ce sont des filtres pour la conscience, excusez-moi, moins sévères, moins rigides que le corps physique. Quelles sont les différentes dimensions non physiques où peuvent résider les consciences des défunts? Parce que c'est vrai que les défunts, ils racontent plein de mondes assez merveilleux, assez intéressants, assez riches. Comment on peut conceptualiser ça scientifiquement? Enfin, c'est quoi ces trucs de monde parallèle, de lieu où résideraient les défunts? Aussi, la dernière question, c'est l'hypothèse d'existence de l'âme est-elle en accord avec ce que la science nous dit? Il y a une magnifique interview de Philippe Guimand, vous savez, le physicien à la mode, là maintenant, mais pour juste raison, hein, je ne critique pas comme ça. Le physicien à la mode, Philippe Guimand, qui écrit un livre sur la conscience, plusieurs livres, dont un sur la conscience, en titre. Il y a une interview de lui, si vous allez sur YouTube, vous verrez, il dit que oui, la science peut, en tout cas, a des outils, a des méthodes et a des concepts qui peuvent valider les caractéristiques nécessaires pour qu'une âme existe. Voilà, vous verrez, c'est super bien fait. Alors, donc là, on va revenir au sujet d'aujourd'hui. Donc, alors, on est dans l'inverse du matérialisme. Il y a plein de livres hein, qui mettent en place maintenant, plein de livres et de congrès qui mettent en place ce qu'on appelle le modèle post-matérialiste, où justement c'est la conscience qui est première. Il y a plein de livres qui disent que, par exemple, Charles Tart a écrit un livre qui s'appelait The End of Materialism. Alors ça n'a pas été traduit comme ça en français, ça veut dire la fin du matérialisme, ou la mort du matérialisme. Alors on a un auteur qui est extraordinaire. Si vous retenez que cet auteur et que vous lisez l'anglais, vous ne serez pas venu pour rien, je pourrais m'arrêter maintenant, vous pourriez dire, c'est bon. On a ce qu'il faut pour le reste de notre vie, presque. Non, je ne le dis jamais, ça. C'est la première fois que je me le fais comme ça, esbouriffé par un auteur. C'est Bernardo Kastrup, qui est néerlandais, et qui a écrit plusieurs livres
qui prône le modèle dit l'idéalisme, mais alors, avec des métaphores qui sont fulgurantes, qui sont hyper intéressantes, bien étayées, qui expliquent vraiment tout. Enfin bref, après, personne n'est parfait, mais... Et il a écrit un livre qui s'appelle Materialism is Balloon, c'est-à-dire le matérialisme c'est des balivernes. Et ça, je vous recommande parce que ça démonte complètement et finement et irrémédiablement le matérialisme. Alors oui, parce que qu'est-ce que c'est que le matérialisme? C'est un modèle qui dit tout est matière, tout ce qu'on voit ne vient que de la matière, et l'énergie et la conscience sont des sous-produits de la matière. En eux-mêmes, ils n'existent pas vraiment, on va dire. C'est des artefacts, presque. Ça aurait pu ne pas être. Ou alors la conscience vient des visées évolutives, mais pour servir la survie de l'espèce, etc. Et au contraire, ça n'existe pas le mot le conscientisme. Alors le conscientisme, je vais le diviser en deux branches, on va dire ça comme ça. Il y a le panpsychisme et l'idéalisme. Oui, c'est ça. Le panpsychisme, ça dit que il y a de la conscience dans la matière. Et l'idéalisme, ça dit la matière est dans la conscience. La matière n'est qu'une expression extérieure du travail, du mouvement, des ondulations de la conscience. Alors le panpsychisme, on va voir, c'est intéressant parce que David Chalmers, c'est marqué, un philosophe australien, il dit que ça passe par 4 étapes. Le matérialisme, moi c'était le cas avec la médecine, on est formé, déformé par le matérialisme en médecine. Ensuite le dualisme, vous savez, le dualisme cartésien qui dit qu'il y a de côté la res cogita, je pense, et puis qui est donc la pensée, et puis la res extensa, ou l'âme, pardon, l'âme pour Descartes, puis la res extensa qui est le corps, alors que les deux existent, simplement, il disait que c'est deux choses complètement différentes et on se demandait comment elles s'articulaient, ces deux choses. Alors heureusement, si les deux possèdent de la conscience est le fil d'Ariane, le fil conducteur, le point d'accrochage entre les deux. Bref, mais ça c'est le dualisme. Et après, on va irrésistiblement, avec un peu de réflexion, vers le panpsychisme, puis l'idéalisme. Oui, alors il y a James Jeans, il est souvent cité, hein, et c'est ce que vous voyez là, l'univers commence à ressembler plus à une grande pensée qu'à une machine. Nous devrions le saluer comme le créateur et le gouverneur du domaine de la matière. Et ça va aussi avec d'autres qualités de la conscience. La conscience, c'est vie, V-I-E. Alors, chaque lettre est dans c'est un acronyme, donc chaque lettre veut dire quelque chose. Vie, c'est V, c'est vibration. C'est vrai qu'il y a beaucoup de théories des corps, théorie de la membrane, théorie de la gravité quantique à boucle, etc. Dans lequel, de toute façon, ce qui est le primat de l'univers, c'est de vibrer, c'est de résonner, c'est d'onduler. Le I, c'est information. La conscience est un peu équivalente à l'information dans certains modèles quantiques. Mais j'ai mis 3I parce que les qualités de la conscience, c'est 3I, c'est information, intelligence et intention. Et énergie, donc le E. Et d'ailleurs, on parle souvent du champ du vide quantique. Alors le champ du vide quantique, c'est plutôt une sorte de représentation extérieure, enfin de représentation, une sorte de milieu extérieur dans lequel la grande conscience pourrait agir ou interagir avec notre réalité à nous, dans le sens où le champ du vide quantique, c'est un champ qui est un faux vide, évidemment. C'est pas le néant, le vide quantique, c'est un bouillonnement de particules et d'énergie, mais de particules qui se font et qui se défont, qui apparaissent et disparaissent. Par exemple, dans le vide quantique, on peut avoir deux particules à masse non nulle, comme un proton, un électron, qui s'entrechoquent et qui donnent deux particules à masse nulle de la lumière. Donc la matière peut donner de la lumière. Et la conscience individuelle semble pouvoir interagir avec ce champ du vide quantique. Il y a aussi, Gary Schwartz j'aime beaucoup parce qu'il parle d'un God, G-O-D. Alors évidemment, en anglais ça veut dire Dieu, mais là c'est un acronyme. Ça veut dire Guiding, Organizing, Designing. Guiding qui guide, un principe qui guide. Organizing qui organise. Et Designing qui conçoit. Et donc, ce type-là est un type vraiment très brillant, qui est professeur dans plusieurs spécialités. Et qui est reconnu par ses pairs aux États-Unis vraiment pour son brio intellectuel, Gary Schwartz. Il y a un ou deux livres qui sont traduits en français. Et lui, il dit bien que sous-jacent à tout ce qu'on voit, toutes les manifestations extérieures dans le monde, il y a vraiment une sorte de plan intelligent, évolutif et créatif. Eh bien, intelligent, évolutif et créatif, c'est aussi les qualités manifestées de la conscience. Et puis la conscience peut se manifester aussi sous forme de négantropie. Négantropie, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle peut introduire de l'ordre et de l'harmonie dans un système qui est en train d'en perdre, parce que vous savez que normalement tout système est voué à l'entropie, c'est-à-dire à perdre son information et donc son ordre et donc son harmonie, et la conscience en remet dedans. Elle informe, c'est pour ça aussi qu'elle informe, c'est-à-dire IN-forme, qu'elle met en forme, ou qu'elle remet en forme, dans tous les sens du terme, elle remet en forme, elle vitalise aussi.
tout ce qui peut apparaître comme de la matière. Ça va jusqu'à maintenant? Ouais. D'accord. Et alors, on peut dire aussi que la conscience est tout, est en tout, nourrit tout et relie tout. La conscience, c'est un peu comme l'eau de l'océan pour un poisson, hein. Il est dedans depuis toujours, donc il ne la voit même plus. Pourtant, c'est elle qui le supporte, le nourrit, le relie aux autres poissons, etc. Et en physique quantique, on parle d'intrication quantique. L'intrication quantique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand deux particules subatomiques ont participé à un même système quantique, c'est-à-dire un système qui a une fonction particulière, si on les sépare et qu'on les met toutes les deux à l'autre bout de l'univers, comme on dit toujours, si on modifie quelque chose dans l'une, immédiatement, c'est-à-dire sans, il n'y a pas de temps, c'est immédiat, l'autre modifie ses caractéristiques en rapport avec la modification de l'autre, comme si c'était encore une seule et même molécule, comme si tout ce qui un jour a interagi dans un système quantique reste lié pour toujours, en tout cas pour un certain temps, parce qu'on ne peut pas dire. Et comme l'univers vient tout d'un Big Bang qui s'est contracté, puis qui s'est, d'un point de singularité qui s'est expansé, on peut dire que toute la matière est reliée, pas toute la matière, tout l'univers est relié. Mais c'est pas la matière qui est reliée à la matière, c'est la conscience qui est reliée à la conscience. Donc l'intrication quantique, ça s'appelle aussi l'enchevêtrement quantique, et on verra avec les travaux que je vais vous présenter maintenant d'Emmanuel Ransford, on peut appeler ça la supralité, des liens de supralité. Alors ça, vous allez voir que je vais vous donner 2-3 mots de vocabulaire, parce que le modèle de Ransford est vraiment exceptionnel aussi. Entre Ransford et Kastrup, si les deux se réunissaient pour créer quelque chose d'un peu synthétique, ça serait assez intéressant. Et donc, oui, alors j'aime bien prendre aussi il n'y a pas que moi, hein, plein de gens le prennent, hein, cette image de la conscience qui est comme avec un grand C qui est comme l'océan, et puis des petites consciences individuelles qui est comme une vaguelette. Ou parfois, on prend l'image du grand ciel bleu qui est la conscience et des nuages qui passent sur des formes éphémères, comme des produits, des expériences de la petite conscience. Bref, qu'est-ce qui est intéressant dans la métaphore de l'océan? Il y a plusieurs choses. Il y a l'autoréflexivité, puis il y a le caractère cyclique. Je m'explique. Évidemment, la vague, c'est une forme éphémère. Elle a l'air de se différencier de l'océan, mais en fait, dès qu'elle va avoir fini sa vie, elle va retomber dans l'océan et s'y dissoudre, entre guillemets, ou se redevenir une avec l'océan. Mais ce qui est intéressant aussi dans la vague, c'est qu'il y a un cycle. Et c'est ce qui semble être le cas quand on regarde ce qui se passe dans l'expérience périmortelle pour la conscience individuelle. C'est-à-dire qu'il y a d'une part naissance de la vague à partir de l'océan qui donne une forme. La vague qui vit sa vie, qui progresse, qui parfois s'échoue sur une plage, ce serait la Terre par exemple, qui en retire des expériences du sable, des coquillages et tout, et qui retourne à l'océan. Donc il retourne muni de son expérience de vague à l'océan. Donc ça c'est intéressant, ce caractère cyclique. Et puis il y a aussi le côté autoréflexivité. Ça veut dire quoi? Alors ça, je vous montre comment ça vous accrocher, mais on y reviendra. La vague, c'est drôlement intéressant, parce que finalement, c'est l'océan qui se replie sur lui-même pour se regarder. Et si la vague s'entortille en plusieurs rouleaux, comme ça, elle peut commencer à se regarder elle-même. C'est-à-dire, si on prend l'idée que l'océan ne serait plus fait d'eau, mais de mercure. Or, le mercure, vous savez, c'est une substance qui réfléchit. Si vous mettez des gouttes de mercure l'une à côté de l'autre, elles vont se réfléchir entre elles. Le miroir, c'est pour ça, on met du mercure dans les miroirs, pour créer des reflets. Donc la vague, admettons, c'est cette vague de mercure qui s'entortille sur elle-même et qui se reflète elle-même. Et donc elle pense sur ses pensées, elle sent ses sensations. Et elle commence à être consciente qu'elle est consciente. Parce que la vague, l'océan, c'est le conscience pure. Alors conscience pure, mais donc du coup, pas vraiment conscience, pas awareness, pas conscience de quelque chose, conscience pure. Donc c'est pas mal pour travailler, pour la conscience, pour augmenter ses connaissances et continuer à croître, on va dire, de pouvoir s'expérimenter elle-même et penser sur elle-même. La vague joue un peu ce rôle. Là, on est tous un peu des petites consciences qui nous permettent à la grande conscience de s'expérimenter grâce à nos vies. C'est-à-dire qu'en fait, la conscience est différente de la prise de conscience. Tout est fait de conscience dans le modèle panpsychique, peut-être pas tout, mais dans le modèle idéaliste, oui. Tout est fait de conscience, mais néanmoins, la conscience ne suffit pas. La prise de conscience, si je dis je suis conscient de cette feuille. Bon. Maintenant que je suis conscient de cette feuille, donc être conscient de cette feuille devient un objet pour la conscience. Maintenant, je suis conscient de l'objet. Et je vais pouvoir faire de nombreux allers-retours
Et c'est marrant parce qu'il y a un type qui s'appelle Tononi qui, dans le cerveau, ce qui crée la conscience, ce qui favorise la conscience, ce qui est lié à ce qui est associé à l'apparition de la conscience, c'est des cycles courts autoréflexifs. Un peu à l'image de ce qu'on peut imaginer dans la conscience, qui est prise de conscience de awareness. Consciousness et awareness, c'est différent. Hein. Awareness, c'est vraiment prise de conscience. Donc voilà, donc on a ce côté-là, et du coup, tout ce qui se passe dans la vague, les contenus d'expérience dans la vague, le trajet des molécules d'eau, des molécules de conscience, des expériences de conscience, s'amplifient et mettent un peu de côté le reste. On pourrait imaginer que ce qui est en périphérie de la vague, c'est un peu l'inconscient. C'est en fait de conscience, l'inconscient n'existant pas vraiment, mais c'est la conscience qui n'apparaît pas dans le cône égoïque, dans le cône d'autoréflexivité, qui amplifie les phénomènes qui le autoréflexent et qui laisse de côté les autres. C'est un peu... Ça va, vous suivez ou pas? Oui. Ah, waouh, c'est super fort. Moi, je sais pas si je me suivrais si j'étais ici, mais bon. Ouais, c'est vrai. Hein. Oui, alors donc, j'aime bien le modèle d'Emmanuel Ransford, ça c'est le livre qu'on a fait récemment ensemble. Donc un modèle panpsychique. Alors le panpsychique, ça, comme je vous le disais, ça a en tout cas le mérite de résoudre le problème du dualisme. Parce que s'il y a de la conscience dans le corps et s'il y a de la conscience dans l'âme ou dans la conscience individuelle, ce qui est sur le cas, eh ben on a une interface rêvée pour que les deux s'articulent, mais interagissent l'une avec l'autre. Alors lui, il parle d'holomatière, H-O-L-O. Holo comme... je crois que ça veut dire entier en grec, je ne sais plus. Oui. Bon, ça va faire un truc comme ça. C'est-à-dire une matière complète qui inclut de la conscience. Lui, dans chaque particule subatomique, pour expliquer les particularités, les bizarreries du comportement des particules subatomiques, c'est-à-dire la dualité onde-particule, l'oscillation quantique, l'effet de l'observateur sur l'observé, l'intrication, etc., il fait l'hypothèse, mais ça, il y a beaucoup d'autres physiciens très sérieux, dont certains ont eu le prix Nobel, qui ont fait cette hypothèse, comme quoi il y avait des gouttelettes de protoconscience à l'intérieur de la matière. Donc il appelle ça le XO, le ndo, pardon, de la particule, par opposition au XO. En fait, le XO de la particule, c'est la partie de la particule qui va être régie par des lois fixes, extérieures à elle-même, déterministes, qu'elle ne peut pas changer. Puis le ndo, la partie qui est capable d'autodécision, on pourrait presque dire de liberté de choix, d'intention. Donc cette partie, le ndo, NDO, vous allez voir pourquoi on dit XO, NDO, elle est capable effectivement de s'ajuster à des situations et de changer de comportement en fonction de, par exemple, si on la mesure ou si on la mesure pas, si on l'observe ou si on l'observe pas, si on interagit, si on essaie d'interagir avec les particules ou non. Et alors on dit oui, on dit ndo parce que c'est l'endocausalité. L'endocausalité, c'est-à-dire c'est une causalité choisie par le ndo, donc une causalité qui peut être modifiable, qui peut être créative. Donc vous voyez, il y a ces deux aspects dans les particules subatomiques. Le XO, qui correspond au comportement habituel qu'on peut attendre de la matière, et le ndo qui, lui, se réveille quand la particule est obligée de s'adapter à une situation qu'on lui propose, nouvelle pour elle. Donc, dans l'holomatière, on peut être un XO fort et un XO activé, ou alors un ndo fort et un ndo activé. Et Ransford parle aussi de l'UR, UR. Vous allez voir que ça va s'assembler dans un petit modèle, c'est pour ça que je vous en parle. L'UR, UR, c'est un peu la conscience originelle source, avec un grand C. C'est du pur ndo, c'est du ndo sans XO. Il n'y a pas de frein, il n'y a pas de déterminisme, il n'y a pas de contrainte. L'UR est censé pouvoir s'auto-néantir et s'auto-mettre au monde à volonté, sans justification et sans limitation. C'est la conscience pure. Hein. Et alors, dernier terme, puis après, donc, on s'en servira pour le modèle que je vais vous proposer, la supralité. La supralité, en fait, c'est ce qu'on appelle l'intrication. Et ça résout d'ailleurs le problème du binding. Le problème du binding, qu'est-ce que c'est? C'est que s'il y a de la conscience dans les particules subatomiques, donc il y en a aussi dans les molécules, l'assemblage de particules, donc il y en a aussi dans les cellules, l'assemblage de molécules, donc il y en a dans les organes, l'assemblage de cellules, donc il y en a dans le corps, l'assemblage d'organes, etc. Mais comment, si tout communique, comment il peut y avoir un ordre? Pourquoi ça reste dans cet ordre-là? Parce qu'en fait, des particules qui ont interagi entre elles dans un système quantique, comme je vous le disais, donc dans une cellule, dans un organe, gardent des liens particuliers, des liens d'intrication, des liens de supralité. Et c'est ça qui permet qu'il y ait quand même un ordre dans le foisonnement des molécules, des particules, qui sinon n'obéiraient pas à une sorte de hiérarchie ou d'emboîtement des unes dans les autres, quoi.
Alors, voilà. Donc, alors là, pourquoi je vous dis tout ça? Pourquoi le XO, le NDO, l'UR, la supralité? Ben parce que quand même, ça permet d'utiliser le modèle, le double modèle de l'entonnoir. Ça, c'est Ransford qui l'appelle comme ça, et moi j'ai rajouté de l'ascenseur de la conscience. Alors, qu'est-ce que c'est? Waouh, accrochons-nous. C'est qu'en fait, Ransford fait l'hypothèse, et il n'y a pas que lui, qu'il y a donc, il appelle ça, il classe ça par substance d'univers, c'est-à-dire que depuis le bas de l'entonnoir jusqu'en haut de l'entonnoir, il y a, vous voyez, le XO est ici de chaque côté et le NDO est au centre. Donc plus on monte, plus la base de NDO est augmentée, plus le XO diminue. Donc il y a des successions de substances d'univers ou de mondes à de plus en plus haut pourcentage de NDO et de plus en plus bas pourcentage de XO. C'est-à-dire qu'il y a différents mondes parallèles, plusieurs plans vibratoires, chacun correspondant à des états de conscience très différents, qui ont des taux de NDO qui diffèrent, jusqu'à arriver sur l'UR, où là c'est une ouverture sur l'infini, vous voyez, c'est une asymptote, là, ça ouvre, il n'y a plus de NDO. Ce qui serait un peu le parcours, on va dire, de l'âme, des différents plans d'existence pour l'âme, après la mort. Et nous, par exemple, quand on conçoit là, ça veut dire qu'il y a des mondes un peu plus encore XO, un peu plus rigides, fixés, etc., puis des mondes moins, où il y a plus de NDO, plus de conscience, jusqu'à un monde de pure conscience avec le mouvement de la vague, le corps physique, puis qui en mourant se dépouille, reste dans ces corps subtils, qui appartiennent à un taux de vibration plus élevé. Puis il est même au cours de l'évolution de l'âme, il y a plein de travaux là-dessus, enfin plein de travaux là-dessus. L'âme se dépouille petit à petit de ses corps émotionnels, mentaux, pour devenir dans le monde du sans-forme, l'océan. Puis paf, va être attiré, on verra comment, par une conscience ascendante dans un corps physique, en se dotant de corps subtils, se mettre dans le fœtus au moment où, bon là, je veux dire, c'est de la haute voltige, hein, ça, mais c'est pas grave. Là, c'est une image, peut-être s'implanter dans le fœtus au moment où son cœur commence à battre, vers 8 semaines, comme un corps physique qui attirerait cette incarnation-là. Enfin, toujours est-il que, voilà. Oui, ça va, c'est toujours un peu clair ce que je dis, même si c'est un peu nouveau. Pardon? Ça va? D'accord, merci. Et alors, pourquoi je parle de l'ascenseur aussi? Parce que ce qui est intéressant, c'est comme Schrödinger disait... Schrödinger, qui est aussi un physicien prix Nobel de physique et qui est aussi un des pères de la physique quantique, disait que la conscience est une. Il n'y a pas plusieurs qualités de conscience. Il y a plusieurs gradients de conscience. La conscience s'exprime différemment selon le pourcentage de XO et le type de XO avec lequel elle s'associe. On verra ça. Mais c'est la même brique de base, c'est la même substance de base de l'univers. Donc en fait, c'est un peu le fil d'Ariane, le NDO. C'est un peu le fil d'Ariane qui relie tous les plans de l'univers. Et tous les mondes, visibles ou invisibles, sont reliés par ce NDO. C'est pour ça que j'appelle l'ascenseur, c'est-à-dire qu'on peut, en élargissant son état de conscience, donc en introduisant plus de NDO actifs dans notre conscience, dans notre matière, même physique, c'est pour ça que les techniques corporelles qui augmentent le taux de vibration du corps, le taux de conscience du corps, peuvent conduire à se relier au transcendant et se relier à des niveaux de NDO supérieurs. Donc, en prenant cet ascenseur, on peut vraiment se mettre dans tous les plans. Et ça, on est donc relié au tout, avec un grand T, et à tout, quand on élargit notre conscience personnelle par du chamanisme, de la thérapie transpersonnelle, etc. Et ce lien peut être très simple, très direct, très immédiat. Souvent, on s'imagine des choses très compliquées ou des pratiques de 50 ans dans une grotte. Mais en fait, pour celui qui apprend à ouvrir le cœur, à calmer la conscience, enfin le mental, pardon, il y a possibilité d'assez facilement ascensionner. Alors parfois avec des supports, hein, ça peut être le chamanisme, les psychédéliques, etc., mais à ascensionner dans cet ascenseur pour se relier à des plans supérieurs. Mais les chamans eux-mêmes disent qu'en fait, entre nous et le monde des défunts, il y a juste l'épaisseur d'une feuille d'érable. Ça veut dire qu'en fait, ces plans ne sont pas si éloignés les uns des autres, pas si inatteignables. Alors, c'est là qu'on va arriver dans le plus difficile. Alors, la conscience est conscience de quelque chose, ça, c'est Lucerne hein, qui disait ça. Quand il y a une conscience comme ça suspendue en l'air, sans autre qu'elle-même, elle ne peut pas avoir conscience d'eux, elle ne peut pas avoir conscience presque. Il faut la dualité pour qu'il y ait des expériences. S'il n'y a pas d'eau chaude et pas d'eau froide, il n'y a que de l'eau tiède, et que vous n'avez jamais rencontré que de l'eau tiède, il n'y a pas de notion de température. La conscience, la perception se fait par contraste.
C'est pour ça que la dualité est intéressante pour la conscience, pour qu'elle fasse des expériences. Et le XO, par exemple, quand la conscience du départ, l'UR, vous savez, celui tout en conscience pure, crée le XO, parce que on pourrait dire que c'est l'oscillation dans une membrane à 10 dimensions, mais on s'en fout, crée le XO, eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Il se donne une résistance. Vous savez, si vous vouliez faire de la musculation, puis que vous vouliez prenez un téléphone comme ça pour muscler votre muscle, ça va pas beaucoup se muscler. Hein. Par contre, prenez un gros plat de 30 kg, alors là, ça va gonfler. Mais c'est pareil, le XO, c'est un peu la résistance à la conscience pour qu'elle se muscle elle-même, pour qu'elle s'expanse, pour qu'elle apprenne. En fait, on pourrait dire que le XO, ça crée l'espace-temps. La vraie conscience, avec un grand C, elle est hors espace-temps. D'ailleurs, il y a qui vont dire que c'est un éternel présent, qui est partout et nulle part à la fois, etc. Enfin, tous les paradoxes qu'on peut imaginer. En tout cas, elle est hors espace-temps. Et le XO introduit justement une finitude, des limites, des barrières, un espace-temps, mais en même temps, un terrain de jeu, un jeu de société pour la conscience. Vous savez, pour jouer à un sport ou pour jouer à un jeu de société, il faut que les règles restent fixes. Si quand vous jouez au Monopoly, on dit « Ah bah tiens, quand tu arrives en prison, maintenant on te donne 20 000 € et puis tu as l'hôtel... Ah bon ? D'accord ? Puis un autre qui tombe sur l'hôtel truc, et puis ah, toi par contre on te met en prison. Ah, ben, si ça change sans arrêt, on ne peut pas jouer. Un terrain de jeu dans lequel les limites bougent sans arrêt, et puis non, mais c'est plus un panier qu'il faut que tu fasses étirer. Ah mais non, mais toi c'est toujours plus... Bon, on arrête quoi, il n'y a plus d'expérience possible, il n'y a plus de focalisation, concentration de l'attention et de l'intention de la conscience pour opérer sur quelque chose de plus fixe qu'elle-même. Donc là c'est important. On pourrait dire que la conscience dans un être, dans une forme qu'elle a créée avec laquelle elle interagit, donc la conscience dans un être, se permet grâce à cet être de prendre conscience d'elle-même et permet à cet être de prendre conscience de quelque chose. La grande conscience dans une forme qui à l'intérieur d'elle-même fait une petite conscience. Notre petite conscience, c'est le reflet de la grande conscience avec un grand C qui s'est momentanément fixé dans une forme et s'y identifie. Ne fait plus que se réfléchir à elle-même, sa petite forme limitée est séparée du tout soi-disant, une sorte d'auto-hypnose dans laquelle on vit la grande conscience dans ses qualités qu'auto-réflexives limitées à un petit périmètre, c'est-à-dire ce qui se passe dans le cône égoïque. On pourrait dire que la matière et les formes sont des miroirs et des partenaires de jeu pour la conscience. On peut aussi dire, ça c'est une autre image, que la conscience serait un peu comme, avec un grand C, serait comme un peintre qui aurait créé la toile, les couleurs, des couleurs vivantes, d'ailleurs, qui ont une certaine autonomie, qui s'auto-reproduisent, qui créent le même. En tout cas, elle va utiliser cette toile et ces couleurs pour lui permettre de créer des tableaux. Donc elle projette quelque chose qui n'est pas elle, ou qui est un peu différent d'elle, ou qui a moins de possibilités d'elle, pour reprendre ça et jouer avec. On pourrait presque dire que la conscience avec un grand C, ce serait comme créer un enfant, donc c'est la petite conscience individuelle, en lui balançant des Legos, la matière, pour qu'il joue avec. Et bref, c'est un modèle un peu dualiste, mais c'est pas grave. Kastrup, il utilise beaucoup le modèle du tourbillon. Et il donne comme exemple, ça c'est dans le cadre de l'idéalisme, que si la grande étendue d'eau, d'où vient le tourbillon, la grande étendue d'eau plate était la grande conscience, le tourbillon serait un processus d'auto-localisation de la grande conscience, qui se fixe dans une forme, la forme du tourbillon. Vu de l'extérieur, on a l'impression que c'est une forme avec des parois, etc. Mais en fait, c'est de l'eau, c'est toujours de la conscience. Et à l'intérieur de ce cône, vers le fond, effectivement, les parois se faisant face, si c'était du mercure, il y aurait un problème d'autoréflexivité. Et tout ce qui serait plutôt toujours dans le tourbillon, mais plutôt vers la partie supérieure, vous voyez, le cercle, c'est toujours dans le tourbillon, mais c'est pas dans les parois qui s'autoréfléchissent, ce serait l'inconscient individuel, qui n'existe pas, comme je disais tout à l'heure, la conscience. C'est de la conscience, mais qui n'est pas encore amenée à arriver dans le cône et à s'autoréfléchir et à être l'objet de l'attention. Un peu comme si vous voulez, on pourrait dire que tout ce qui est dans le cône et qui s'autoréfléchit augmente en intensité, est amplifié. Et c'est ce qui empêcherait de voir ce qui est moins dans le cône. C'est un peu comme, vous ne voyez pas d'étoiles le jour, et pourtant elles sont toujours là. Vous ne voyez pas la lune le jour, enfin, il y a des fois on le voit, mais elles sont toujours là. Parce que le soleil et sa lumière, ces photons empêchent de voir ce qui vient des étoiles, etc. Quand le soleil sortit la nuit, les étoiles réapparaissent. Elles étaient toujours là, simplement elles ne pouvaient pas être à la conscience, parce que le soleil avec ses photons occupait tout le champ de l'attention, si vous voulez. Donc c'est un peu pareil.
Parce que, comme le mercure, on pourrait dire que la conscience est un médium intrinsèquement capable de se refléter elle-même comme un miroir. C'est ce qu'on a vu. Et le livre de Kastrup dont je vous parle sans arrêt, là, depuis... et il en a écrit une soixantaine, hein, déjà. C'est vraiment un génie, quoi. Mais je vous le recommande, celui-là, parce qu'il est facile à lire. Malgré l'utilisation de métaphores pas très complexes, mais qui arrivent à faire une sorte de synthèse du tout, on n'est pas perdu. Ce qui est rare chez le philosophe. Alors, ce que je vais vous proposer un peu pour synthétiser un peu tout ce que j'ai dit, alors ça ne va pas être un modèle unifié de la conscience, comme on dit. D'ailleurs, je vous rassure, déjà, rien que pour la physique, il n'y a pas de modèle unifié. Bon, j'aime bien cette notion parce que ça m'aide vraiment à modéliser et à prévoir ou à comprendre ce qui se passe quand on étudie tous les travaux sur les expériences périmortelles. C'est-à-dire qu'est-ce que devient la conscience quand elle commence à se détacher du corps, et puis qu'elle se détache complètement du corps, et puis qu'après elle n'est plus que dans ses corps subtils, et puis qu'après, etc. Parce qu'en fait, on s'aperçoit que le corps physique ne peut pas faire certaines choses. Il n'a pas possible. Par exemple, traiter les émotions à la vitesse réelle où elles se passent, ça ne peut pas se faire à la vitesse de l'influx nerveux et des hormones et des neuromédiateurs. Ça serait beaucoup trop lent. Ça se fait d'un seul coup. La plupart des grandes écoles, thérapeutiques qui utilisent la notion de corps subtil, par exemple, Amit Goswami, qui aux États-Unis est un physicien quantique, il a créé ce qu'il appelle une médecine quantique, dans lequel il sert de l'existence de ces corps, qui bien sûr existent bien avant dans les traditions ésotériques, orientales, même occidentales. Il y avait Janine Fontaine qui avait écrit La médecine des trois corps. Il y a un super modèle de thérapie qui est l'approche chamanique de thérapie de Liane van der Velde, qui est vraiment un modèle qui utilise ces 5 corps. Enfin, il y a pas mal de modèles, et à mon avis, ça va devenir de plus en plus évident qu'il faudra les utiliser, ces corps. Donc ces corps-là, c'est ce qui explique que quand ils sont attirés par une forme physique, ils viennent descendre d'habiter, et puis quand le corps physique se dissout, ou perd en vitalité, ou meurt, eh ben, ils se détachent et ils vont vivre quand même une vie dans des espaces un peu supérieurs, mais ils sont toujours capables de perception, et ils ont la personnalité, parce qu'on pourrait dire que la psyché, l'ego, ça pourrait être l'union entre le corps émotionnel et le corps mental. C'est pas le cerveau qui crée notre ego et notre psyché et notre personnalité, pas du tout. Mais par contre, bien sûr, la personnalité interagit sur le cerveau. D'ailleurs, on peut prendre l'image du cerveau qui serait comme une sorte de récepteur, transmetteur de la conscience. Un peu comme le poste de radio, quand on entend un orchestre, il ne fait que transmettre l'orchestre. L'orchestre n'est pas dans le poste de radio. Si vous le démontez, vous n'allez pas le trouver. Si on casse le poste de radio et puis qu'on va en trouver un autre, ah ben le programme, il dit toujours, tiens, on n'avait pas cassé le programme en cassant le poste de radio. Donc il y a aussi cette notion de corps physique qui sert d'interface avec la réalité 3D dans laquelle la conscience, avec un grand C, fait des expériences, qu'elle expérimente sous forme de notre petite conscience, enfermée dans les contraintes organiques de notre cerveau. Je ne sais pas s'il me fait comprendre. Oui, ça. Et tout ça pour dire quoi? Oui, donc il faut combiner deux modèles, on va dire. D'une part, un modèle que moi j'appelle la conscience descendante. La conscience descendante, qu'est-ce que c'est? C'est un peu comme si la grande conscience était un soleil, que chaque petit bout d'elle qu'elle envoie sous forme de conscience différenciée, c'était des rayons. Ça, c'est le haut du cône du tourbillon. Là. Elle envoie quelque chose, elle s'enrobe de corps subtil, paf, elle tombe dans le physique. Et donc c'est une sorte de division de la conscience, de dissociation de la conscience universelle, de rayons qui s'auto-localisent et qui créent une conscience descendante qu'on pourrait appeler l'âme. Et à l'inverse, qu'est-ce qui vient à la rencontre? C'est ce qu'on appelle la conscience ascendante. Et ça, c'est vraiment un modèle panpsychique dit bottom-up. Bottom-up, ça veut dire quoi? Ça veut dire du bas vers le haut. Panpsychique du bas vers le haut, c'est-à-dire on part de particules subatomiques qui s'agrègent en molécules, qui s'agrègent en cellules, qui s'agrègent en ensemble de plus en plus grand. Donc c'est comme si sur Terre, la conscience avait créé quelque chose, avait créé la Terre avec ces petites particules qu'elle a elle-même habitées grâce à ces gouttelettes de protoconscience, voire modèle de Ransford, et que ces petites particules se sont arrangées et par évolution et par envie sont devenues, on cherche à capter de plus en plus de ces grandes consciences. Les êtres évoluent, on pourrait dire la cause finale ou la théonomie de l'évolution sur Terre, c'est peut-être de rechercher de plus en plus de conscience. Que tous les êtres se différencient pour ça, évoluent pour ça. Ce ne serait pas forcément la survie de l'espèce, le but final. Ce ne serait pas forcément de devenir le plus fort en haut de la chaîne alimentaire. Ça pourrait être pour capter de plus en plus de conscience. Des petites antennes qui deviennent de plus en plus grandes pour se nourrir, se gorger et refléter de plus en plus la grande conscience. Et donc cette conscience ascendante, c'est la conscience qui émerge de ces corps, quoi, qui se font sans avoir besoin de la grande conscience,
Mais la conscience aime la conscience attire la conscience recherche la conscience. Donc ce cône qui descend et qui vient s'enclencher, ça fait le lien. Vous savez, dans Avatar, je ne sais pas si ceux qui ont vu Avatar, il y avait le cavalier qui se mettait sur sa monture, il se mettait ils avaient des petits trucs et ils les mettaient ensemble, ils les tissaient ensemble pour faire le lien. Il y a un peu cette notion-là que le corps physique là, donc du coup, c'est donc la causalité ascendante, la conscience ascendante. On pourrait dire c'est un peu comme le cheval pour le cavalier que serait la conscience descendante. Je ne vais pas dire le véhicule parce que le véhicule c'est pas intelligent. On pourrait dire le corps c'est le véhicule et puis la conscience c'est le conducteur. Mais le corps il est super intelligent. Il a une forme de grande intelligence qui est propre à lui et qui contient du Ndo, donc qui peut nous conduire à contacter les autres univers de Ndo plus élevés. Je le répète, hein, toutes les méthodes, genre le tantra, le yoga, le qigong, enfin même la méditation, qui est aussi une méthode corporelle finalement, conduisent à se relier à la conscience par le corps. Mais c'est plutôt un partenaire, un compagnon, un ami. Alors, et quand le corps ou le cerveau sont lésés, c'est la conscience ascendante qui n'atteint pas la conscience descendante. On ne peut pas atteindre la conscience descendante. La conscience descendante, l'âme, elle s'épure au fur et à mesure de sa montée dans des niveaux de vibration supérieure ou de Ndo supérieur. Il y a plusieurs revues de vie. Souvent, dans les expériences de mort imminente, les gens font une première revue de vie où ils voient ce qui s'est passé, ils en prennent conscience, ils s'aperçoivent que seul l'amour de soi et d'autrui était important sur Terre, etc. Mais il y a aussi d'autres médiums qui disent qu'il y a plusieurs revues de vie qui s'échelonnent et qui nettoient petit à petit les corps émotionnels, mentaux, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus besoin et qu'on retombe dans le sans-forme. Bon, là, c'est pas de la physique, là, c'est de la métaphysique. Mais ce que je vous dis, c'est pas, c'est pas quelque chose que j'ai lu comme ça ou que j'ai inventé tout d'un coup. C'est une réflexion, une sorte de synthèse progressive, une sorte de voir comment ça peut s'assembler, tout ça, avec à la fois les faits qui sont décrits et puis ceux qui sont pas forcément décrits mais qui sont prévisibles. Enfin, donc bien sûr c'est à la fois mon modèle et en même temps c'est pas mon modèle parce que c'est compliqué d'expliquer. Bon, on arrête là-dessus. Bon, on va retomber dans du plus facile maintenant, je vous rassure. Donc oui, quand la conscience est lésée, le cerveau, c'est la conscience ascendante qui est touchée, c'est le véhicule, c'est pas le conducteur. Le conducteur, il peut changer de voiture et faire d'autres choses, il n'est pas mort. Alors oui, ce qui est intéressant, c'est que la conscience individuelle et la conscience grand C co-créent collaborativement notre réalité. On sait que la conscience peut agir sur le vide quantique, et même sur des processus quantiques de base. Dean Radin, qui est un peu le grand chantre des capacités parapsychologiques du cerveau, a fait une expérience sur ce qu'on appelle les doubles fentes de Jung. Les doubles fentes de Jung, je ne vais pas vous le décrire, mais c'est simplement pour vous dire que c'est un système qui permet d'étudier les comportements quantiques des particules subatomiques. Et dans les doubles fentes de Jung, on s'aperçoit que quand une particule est observée par un observateur ou mesurée, elle se comporte tout d'un coup comme un corpuscule, c'est-à-dire quelque chose de fixe, comme une particule justement. Quand elle n'est pas regardée ou pas mesurée, elle se comporte comme un champ d'ondes superposées. Et Dean Radin a l'idée de demander à des méditants expérimentés de se concentrer sur l'appareil de la double fente de Jung et de faire comme si, alors c'est pas direct, c'est comme s'ils observaient, avoir l'intention d'observer cette double fente de Jung. Eh bien, miracle, entre guillemets, les particules envoyées, les photons envoyés, se sont mis à passer de la forme ondulatoire à la forme corpusculaire. Et quand on a demandé aux méditants d'arrêter leur méditation et de revenir tranquillement à un état de relaxation désintéressé et sans intention, ping, les particules se sont mis à se comporter comme des ondes. C'est quand même intéressant, ça. Et il a reproduit ça sur 6 échantillons différents, donc plusieurs milliers d'expériences. Deux gros articles dans des revues scientifiques, la communauté de lecture internationale, etc. Donc on sait que la conscience peut vraiment agir même au niveau subatomique. Et donc la conscience, la petite conscience, puisqu'elle communique avec la grande conscience et qu'elle en vient d'ailleurs, elle peut bénéficier des propriétés de la conscience. C'est ce qu'on appelle les capacités paranormales ou psy-PSI ou non locales de la conscience. Et là, il y a des grands noms. Hein. Les premiers qui ont étudié ça, c'est des époux qui s'appelaient Rhine, R-H-I-N-E, à Duke University aux États-Unis. Et puis maintenant, les modernes comme Mario Burgard ou Dean Radin, il y en a plein qui ont poursuivi les travaux de Rhine, plein.
Mais les modernes les plus connus, c'est ces deux-là, Mario Burgard et Dean Radin. Alors, qu'est-ce que c'est que ces capacités parapsychologiques ou psy? C'est ces capacités dites non locales, c'est-à-dire qu'elles sont indépendantes du temps et de l'espace. Comme la grande conscience, qui d'ailleurs opère hors espace-temps, la petite conscience a aussi, quand elle se libère du cône égoïque qui l'attire vers le bas de la matière, retrouver des capacités de la conscience, notamment rétrocognition, voir ce qui s'est passé dans le passé. Après, il y a la validation, c'est-à-dire que les gens, ah oui, comment tu as vu ça? Je sais pas, je connaissais pas, mais oui, il s'est bien passé ça, des documents qui... Ou voir le futur, ce qui va se passer dans le futur. Ou, ça c'est dans le temps, indépendance du temps, indépendance de l'espace, voir à distance. Ou télépathie, lien direct de conscience à conscience. Ou psychokinèse, capacité de la conscience individuelle à agir sur la conscience qu'il y a dans la matière. Et ça peut être de la micro-psychokinèse, c'est-à-dire des générateurs de nombres aléatoires. Avec la conscience, on peut modifier, ils vont tirer plutôt des 1 ou plutôt des 0. Des personnes qui, normalement, c'est 50% de 1, 50% de 0. Et bien, les personnes peuvent influer sur... Et puis, si elles sont plusieurs, elles vont encore plus influer. Et puis, si elles sont plusieurs et puis qu'elles s'aiment, qu'elles ont des affections entre elles, ça augmentera encore plus la déviation de la moyenne des générateurs de nombres aléatoires. Mais ça peut être de la biopsychokinèse, c'est-à-dire agir sur des systèmes biologiques. Et les travaux de Braud, par exemple, plein de gens qui ont montré qu'on peut modifier des cellules, la croissance d'une graine, etc., par l'intention, etc. Donc, voilà, la conscience a ces propriétés-là, dites psy, PSI souvent. En fait, il y a psy, PSY, il y a SPI, SPI qui est spirituel, puis il y a psy, PSI. C'est les trois logos comme ça qui s'assemblent bien ensemble. Déjà, contrairement à ce que disent les matérialistes, les corrélations ne sont pas des causes. Ça veut dire quoi? Souvent, les matérialistes, ils vous disent, oh, ben, on a trouvé le fonctionnement du cerveau et de la conscience, puisque quand on veut faire telle action motrice, c'est telle aire du cerveau qui s'active. Et puis quand on pense à telle chose ou qu'on évoque telle image, ben, c'est telle zone du cerveau qui s'active. Donc, disent les matérialistes, c'est que c'est la zone du cerveau qui a créé la conscience. Eh ben non, ça c'est la moitié du boulot que vous faites, les gars. Il faut penser à l'autre moitié. Une autre hypothèse, c'est que quand la conscience de quelque chose, elle utilise le cerveau, donc elle allume cette aire du cerveau, qui est donc le témoin de la volonté de la conscience de faire un travail. Vous voyez la différence? Oui. C'est pour ça qu'on dit que les corrélations, c'est-à-dire, en même temps qu'une personne a voulu faire une expérience, elle avait telle zone du cerveau qui s'est activée. Ça, c'est une corrélation. Ça peut être interprété dans, ah ben c'est le cerveau qui a créé ça, donc c'est pour ça qu'il a fait conscience d'eux, ou alors, il a voulu ça, donc le cerveau a suivi et a obéi en s'activant comme avec les airs qu'il fallait. Vous voyez le truc, là, maintenant? C'est bien? Oui. Donc ça, c'est très important, parce que sinon, on ne peut pas comprendre. On a l'impression qu'ils ont tout compris, les gars. Ils n'ont rien compris. Enfin, ils n'ont pas résolu le problème de la conscience. Alors aussi, la conscience... Alors, il y a des gens qui ont des consciences sans cerveau. Et il y a Lorber, qui est un médecin anglais, qui a montré, en étudiant les enfants hydrocéphales, notamment des enfants hydrocéphales qui avaient 95% de moins de néocortex, c'est-à-dire que le cerveau était complètement... L'hydrocéphalie, c'est quand le liquide céphalorachidien ne peut pas bien s'évacuer, donc il enfle, au lieu de rester stable, il enfle, il comprime le cerveau, et ça grille le cerveau. Hein, et ces gamins-là, qui avaient 95% au moins, hein, de 95 à 99% de cerveau en moins que vous, 10%, alors évidemment, 10% avaient un QI de 100 ou supérieur à 100, c'est-à-dire normal ou supérieur à normal. Donc si le cerveau crée l'intelligence, comment ça se fait quand on n'a quasiment plus de cerveau? Voilà, bon. Il y a aussi, justement, des gens qui ont une conscience avec un cerveau éteint. Vous savez que dans les expériences de mort imminente, qu'est-ce qui se passe? C'est que la respiration s'arrête, le cœur s'arrête, et 20 secondes après l'arrêt du cœur, on sait que le cerveau est dit en mort clinique, c'est-à-dire qu'il y a électroencéphalogramme plat. Eh bien, ces gens-là, au moment où l'électroencéphalogramme est plat, ont une conscience bien plus grande qu'ils n'ont jamais eue, bien plus lucide, capable de capacités cognitives bien supérieures à ce qu'ils font normalement, et mémorisent cette expérience sur toute une vie, et changent complètement leur comportement. Psychothérapie en 5 minutes, disait Raymond Moody qui avait inventé le concept. Alors si c'est le cerveau qui crée la conscience, comment ça se fait que quand il est à l'arrêt quasiment, la conscience elle fonctionne beaucoup mieux? C'est comme si on disait, c'est le moteur qui fait avancer un véhicule, et quand on casse le moteur, il avance beaucoup plus vite. Il y a un problème. Donc c'est pas compliqué, monsieur les matérialistes, de comprendre que, franchement, je veux dire. Bref, les psychédéliques, LSD, psilocybine, etc., tout ce que vous voulez, ça crée des états de conscience élargis et surtout des capacités de neuroplasticité, de croissance neuronale, de créativité. Il y a des prix Nobel, genre Watson et Crick, je ne sais plus lequel des deux, qui avait inventé la double ADN. Il dit c'est grâce au LSD que j'ai eu mon prix Nobel parce que c'est lui qui m'a donné l'idée. Karen Mullis aussi pour les polymères. Enfin bref,
ça aide, quoi. Je veux dire, il y a plein de visions, plein de mondes nouveaux que les gens découvrent. Eh bien, figurez-vous que, dans bien des cas, dans pratiquement tous les cas, c'est avec le cerveau en hypofonctionnement. Le cerveau hypofonctionne. Donc, si c'était le cerveau qui créait toutes ces expériences conscientes, il devrait hyper fonctionner. On aura un allumage, je veux dire, cérébral. Ben non. Et ça, c'était montré par Carhart et Nutt, notamment, à Londres, avec la psilocybine, 30 volontaires. Plus les gens avaient eu des expériences complexes et importantes pour eux, plus le cerveau hypofonctionnait. Vous voyez, il y a un petit décalage. Si c'est le cerveau qui crée la conscience, comment ça se fait quand la conscience augmente, le cerveau diminue? Je ne comprends pas. En fait, le cerveau est une valve de réduction. Ça, c'est Huxley qui le disait. C'est-à-dire, il sélectionne, il filtre avec son corps physique et ses corps subtils. Enfin, c'est pas le cerveau, d'ailleurs. C'est la conscience, mais la conscience dans le cône qui filtre. Parce que sinon, on serait submergé de données qui ne seraient pas utiles pour la vie quotidienne. On serait bombardé d'informations s'il n'y a pas un filtre. Et les psychédéliques, diminuant comme toutes les autres expériences dont on parle, l'expérience de mort imminente, avoir moins de cerveau, ben ça diminue le fonctionnement du cerveau, donc ça libère le fonctionnement à un autre niveau et la perception d'autre chose. C'est tout. Et on a aussi les troubles dissociatifs de personnalité, intéressant ça. Par exemple, les troubles dissociatifs de personnalité, c'est-à-dire qu'on a plusieurs personnalités qui utilisent le même cerveau. Donc c'est pas le cerveau qui crée les personnalités, parce que comment il aurait créé des choses si différentes qui sont antagonistes l'une de l'autre, mais surtout, regardez, très intéressant, une Allemande, dans une de ses un DID, c'est Dissociative Identity Disorder, trouble dissociatif de l'identité. C'est-à-dire que les gens, ils ont des sous-personnalités, et tout d'un coup, ils sont telle personnalité, puis après, ils sont celle-là, puis après, ils passent à une autre. Et par exemple, si une personnalité est diabétique, on peut faire une prise de sang, effectivement, diabétique. Et quand on passe à la sous-personnalité non diabétique, le sang a changé, les composants ne sont plus les mêmes. Ou alors, mieux encore, une Allemande qui avait une sous-personnalité aveugle. Donc quand elle était dans sa sous-personnalité, elle ne voyait pas, même yeux ouverts. Et l'électroencéphalogramme montrait des tracés d'un aveugle. Et quand elle se mettait dans une sous-personnalité non aveugle, elle voyait et l'électroencéphalogramme montrait. Donc c'est vraiment la conscience qui utilise le cerveau, pas le contraire. Le cerveau peut être aveugle une fois, puis pas aveugle l'autre fois. Par contre, quand on est dans une conscience qui filtre la vue, là, le cerveau n'active pas les aires visuelles, donc on est aveugle, etc. etc. Donc ça, c'est intéressant aussi. Ça, je pense que vous n'avez pas sûrement entendu ça, non? Bon, pas venu pour rien. Conscience hors du corps, les sortures du corps. Comment on peut expliquer le cerveau crée la conscience si la conscience est vraiment capable de se délocaliser, de voir le corps entièrement, de se sentir à l'extérieur, d'aller voir d'autres choses qui se passent, notamment dans les expériences de mort imminente de la salle d'attente, de la maison, etc., qui seront vérifiées ensuite par la suite, puis de revenir dans le corps. Comment c'est possible si c'est le cerveau qui crée la conscience? Il y a aussi les gens qui se réveillent de très longs comas. Sam Parnia, qui est un cardiologue urgentiste, londonien et américain, les deux à la fois, new-yorkais et londonien. Il a écrit un livre qui s'appelle Erasing Death, Effacer la mort. Il est très connu pour ses travaux. Il a fait notamment une autre étude qui s'appelle Awake, mais je ne vais pas vous en parler aujourd'hui. Il a montré que parfois, certains comateux qui étaient restés des années dans le coma, parce qu'on leur donnait un petit médicament de rien du tout, qui réveillait dans le cerveau les aires de commutation réveil du cerveau, la substance réticulaire activatrice ascendante ou d'autres choses qui sont stimulées, c'est comme si la conscience avait toujours été en suspension, puis on réallume le poste, on capte de nouveau les programmes. Les gens reviennent après plusieurs années d'absence complète, avec la même personnalité qu'avant. Ils ont gardé toute leur mémoire, ils ont gardé où elle était la mémoire. Si c'est dans le cerveau, c'est foutu. Parce que vous savez que les cellules se renouvellent. Donc, à un rythme comme assez intéressant. Donc, au bout de plusieurs années, il n'y a plus une cellule de départ qui est la cellule d'arrivée, quoi. Alors, elle aurait été conservée où, l'information? Ils gardent tout. C'est normal, puisque c'est pas, le cerveau n'est que le récepteur. Il y a des champs, des clouds qui contiennent l'information, hein, et puis qui sont rechargés quand le cerveau fonctionne, c'est tout. Et aussi, les expériences de lucidité terminale. C'est des gens qui sont en fin de vie. Démence, Alzheimer, tumeur, AVC gravissime, etc. Ils sont là, ils sont végétatifs, mais ils sont confus, ils reconnaissent plus les gens autour d'eux, ils disent un peu n'importe quoi. Entre guillemets, c'est pas n'importe quoi d'ailleurs. Et à un moment, juste avant de mourir, ping, ils retrouvent toute leur conscience. Et ils reconnaissent les gens, et ils parlent avec eux de façon sensée, claire et lucide. Et en même temps, ils voient aussi, ils ont un pas dans l'au-delà, ce qu'on appelle les NDA, Near Death Awareness, état de conscience accru à l'orée de la mort, ou Deathbed Vision, les visions des agonisants. Ils voient en même temps des gens venant les accueillir ou des personnages célestes. Parce que justement, étant dans un état de faiblesse tel, la conscience se détache un peu dans les corps subtils du corps physique. Et donc elle peut commencer à percevoir avec ses corps elle voit d'autres réalités. C'est intéressant, hein, ils ont un pied ici et un pied déjà ailleurs.
Et du coup, la partie de conscience qui est dans les corps subtils peut maintenant de nouveau avoir une discussion logique, etc. Alors, il y a d'autres... le syndrome de Geniaki, un type qui est chirurgien orthopédique, ping, il reçoit un coup de... je ne sais plus trop quoi. Il a dû recevoir une coup de batte de baseball ou machin, enfin, cerveau bien endommagé. Il récupère, il se réveille, tac, il a le génie de la musique. Le mec, il n'avait jamais joué au piano. Là, il compose, il comprend la musique, etc. Donc, si c'était le cerveau, ça serait bien. Moi, je vous dirais, vous voulez faire de la musique, amenez-vous, j'ai ma batte de baseball, je vais vous rendre musicien. Et non, c'est pas si simple que ça. Là aussi, il y a eu des études sur les médiums brésiliens qui faisaient ce qu'ils appellent, en anglais, ça s'appelle ça psychographie, mais en fait, c'est l'écriture automatique. Ils laissent leur bras être dirigés par un esprit, etc. Ben, les médiums, quand ils utilisaient ces techniques, et surtout quand ils produisaient des résultats sensés, complexes, et qui correspondaient à la personnalité, mais qu'ils ne connaissaient pas eux du consultant, et ben, leur cerveau hypofonctionnait. C'est-à-dire que si c'était un truc, il est en transe, il y a l'esprit machin et tout, c'est le cerveau qui crée ça, il aurait pas fonctionné, ben, il hypofonctionnait. Il y a aussi la déprivation sensorielle. Vous savez que quand on arrête de stimuler le cerveau, quand on le met vraiment dans un caisson d'isolation sensorielle où il ne se passe rien, il n'entend rien, il ne voit rien, ben c'est là qu'il peut avoir des expériences pareilles, mystiques ou d'état élargi de conscience. Au moment où le cerveau est hypofonctionnant. Les pilotes aussi, quand ils ont, vous savez, la gravitation, là, ils perdent connaissance parce que le sang est vidé du cerveau, c'est-à-dire qu'il est aspiré vers le bas par la gravitation. Vous savez, quand il y a des centrifugeuses, là, boum, boum. Et donc, ils tombent dans les pommes, mais parfois, ils ont des expériences mystiques ou des expansions de conscience. Alors que justement, il y a moins de sang dans le cerveau, donc le cerveau fonctionne moins. La respiration holotropique, c'est ça, c'est une méthode qui permet d'alcanaliser. Alors, évidemment, il y a plein d'autres choses dedans. Il y en a qui connaissent bien ici, mais elle permet, par hyperventilation, d'alcanaliser le sang, donc de vasoconstricter. Donc, il y a moins de sang qui arrive au cerveau. Et bien, c'est là qu'il y a aussi des expériences spirituelles et transformatives, etc. Et les adolescents avec le jeu du foulard, quand on s'auto-estrangule, ou vous savez, l'Empire des Sens, le film japonais, la strangulation érotique, c'est pas seulement pour l'érection, c'est aussi pour créer un état de conscience modifié. On pourrait être dans un état de foi où le cerveau, moins il fonctionne, mieux, plus la conscience est grande. Et alors, qu'est-ce qu'on va en faire de ça? Qu'est-ce que ça vous ferait? Qu'est-ce que ça changerait dans votre vie de savoir qu'il y a une partie consciente, immortelle en vous, ou que vous pouvez être en lien avec les consciences défuntes, ou qu'il y a une conscience intelligente derrière les hasards et les événements de votre vie, qui prend soin de vous, enfin en tout cas qui va dans le sens de je vais accroître ta conscience par de nouvelles expériences. Parce que ça me servira aussi à moi, la grande conscience, de passer par toi, la petite conscience, et de faire des expériences. Qu'est-ce que ça va changer? Rien? Peut-être, je sais pas. Qu'est-ce que ça vous fait de savoir qu'on a un GPS qui nous indique une petite direction et que quand on en dévie, il a tendance à nous ramener pour quand même qu'on aille plus ou moins dans le sens de tiens, je me suis incarné peut-être pour travailler, j'aime pas ce terme, pour m'amuser à expérimenter telle ou telle chose, ou parce que voilà. Qui c'est qui veut s'en charger? Ben toi, vas-y, comme un peu la conférence. Et alors aussi, les dernières choses, comment infuser les qualités de la conscience dans l'organisation de notre monde? Parce que ça, c'est ce que j'appelle la marguerite de la conscience, et je terminerai là-dessus, c'est que la marguerite, il y a un cœur. Ben, le cœur, c'est quoi? Il est composé des qualités qui viennent directement de la grande conscience. Parce qu'elle, comme elle sait que moi, c'est toi et toi, c'est moi, et qu'à la limite, il n'y a ni toi ni moi, il n'y a plus que elle, la conscience, tout ce que tu fais à toi, tu fais aux autres. Non, oui. Et tout ce que tu fais aux autres, tu le fais à toi, et fais pas aux autres ce que tu n'aurais pas qu'on te fasse, fais aux autres ce que tu n'aurais pas qu'on te fasse. On peut jongler avec. Mais c'est quoi? Elle se décline comment? C'est comme une lumière blanche qui passe dans un prisme et se donne dans plusieurs couleurs. Mais les couleurs de la conscience, c'est l'amour, la bienveillance, l'altruisme, l'empathie, la solidarité. Et comment on pourrait faire que ces principes-là, comme ils sont naturels, l'enfant, avant 2-3 ans, avant qu'il soit conditionné, avant que ceci, avant que cela, il a ces qualités-là. Il y a des études qui le montrent. Même le cerveau, il récompense ces choses-là. C'est-à-dire qu'il est fait pour travailler dans le domaine de la bienveillance, etc. Enfin, bref, dans les catastrophes, il y a une bienveillance naturelle qui se met en place, une solidarité. Dans les jeux prosociaux expérimentaux, il y a aussi les gens, tant qu'il n'y en a pas un qui triche et qui fout le bordel, ils ont plutôt tendance à coopérer. Enfin bref, vous voyez que dans chacun des domaines, si on regarde l'éducation, ça pourrait être le unschooling, les gens qui font l'école à la maison, les écoles alternatives, les écoles libres, Maria Montessori, tout ça. Comment on peut augmenter la conscience ou des êtres qui participent dans chaque domaine. J'ai mis les choses, mais bon, il faudrait que je vous les... L'économie, pourquoi? Il ne faut pas chercher le produit intérieur brut, mais le bonheur intérieur brut, comme au Bhoutan, etc. Enfin bref. Voilà, bon, c'est tout un domaine, ça, mais...
Oui, et alors, and so what? Enfin, je veux dire, vous nous dites, on a une conscience individuelle, une grande conscience. Qu'est-ce que ça nous donne envie? Est-ce que ça nous donne envie de continuer toujours à consommer frénétiquement? Il faut en profiter parce qu'on n'a qu'une vie. Alors, moi, je veux pas ne pas refaire ces choses avant de mourir. Et puis, ou bien dire, oh là là, mais on va avoir des tas de lieux, des tas d'endroits physiques ou non physiques. On va croiser des tas d'âmes ou des tas de personnes, des tas d'extraterrestres, je sais pas trop quoi. Des tas de dimensions. On a l'éternité. On va se calmer. C'est bon, déjà, respire. Je suis celui qui est. Tu n'as même pas à mettre d'adjectif. Je suis. Parce que la conscience pure, c'est juste le I, je. Sans adjectif. Je suis celui qui est. Et après, dans le cône égoïque, je suis grand, je suis médecin, je suis gna gna gna. Bon. Mais si on s'amuse au jeu de qu'est-ce que tu es vraiment? Est-ce que tu es ton métier? Non, parce que je pourrais être autre chose que médecin, il y aurait toujours le jeu que je sentirais. Est-ce que c'est ton corps? Non, j'aurais un bras en moi, je sentirais toujours mon jeu quand je fais une expérience. Donc, ce qui est au centre de cette trame, de cette membrane de conscience universelle, c'est le jeu, la conscience du jeu. Mais il manque la conscience de je suis quoi? Donc, je me différencie, déjà je mets des adjectifs, je mets des limitations. Et par rapport à quelqu'un, je me compare. Donc, on crée des champs de conscience et d'awareness. Mais bref, voilà. Merci. Merci. Merci.